Bien, donc Socbru, le suivi des oiseaux communs à Bruxelles, les résultats de l'année passée. Ça a commencé d'ailleurs en 1992, 2 ans après la Wallonie. Et de façon un peu paradoxale, j'ai mis une diapo là où deux oiseaux, deux espèces, euh, ces deux espèces-là ne sont pas justement reprises dans le programme Socbru, le faucon pèlerin, qui est pourtant très commun à Bruxelles, et l'hirondelle rustique, qui est très rare à Bruxelles, mais en nombre absolu, grosso modo, il y a autant de faucons pèlerins que d'hirondelles rustiques à Bruxelles. Donc il y a sur 19 communes à Bruxelles, il y a 15 couples de faucons pèlerins nicheurs, ça fait 30 adultes. Il y a 15-20 subadultes qui tournent, donc il y a à peu près, on va dire, 40 à 50 faucons pèlerins qui tournent dans le ciel de Bruxelles. Et fin de l'été, il faut y rajouter tous les jeunes. Et c'est à peu près le nombre d'hirondelles rustiques qui restent à Bruxelles, dans le sud-ouest de Bruxelles, dans la campagne de Nerped, la campagne d'Anderlecht, où il y a entre 10 et 20, on va dire une quinzaine de couples qui nichent. Et donc, voilà, ces deux oiseaux-là, c'est une des rares régions au monde, on pourrait dire, où il y a autant de faucons pèlerins que d'hirondelles rustiques. Euh, c'est pas impossible, il faudrait vérifier, mais que Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, soit la capitale mondiale du faucon pèlerin, hein, avec 15 couples reproducteurs pour 19 communes. C'est un record, je pense, à vérifier. Donc, le suivi des oiseaux communs, ça s'adresse plutôt à des oiseaux chanteurs territoriaux, donc des petits passereaux. C'est clair que les espèces agrégatives ou coloniales, par exemple, les perruches, par exemple, le suivi des perruches est plus intéressant à faire, par exemple, au dortoir, que quand il y a des petits groupes qui se déplacent de jardin en jardin. Et là, somme toute, l'occasion de les voir fluctue et varie beaucoup, donc les résultats sont plus incertains. Donc en fait, le suivi des oiseaux communs s'adresse vraiment aux espèces territoriales, et on va voir que certaines espèces sont difficiles, même de passereaux, sont difficiles à suivre avec le suivi des oiseaux communs. Euh, tout ceci, le suivi des oiseaux communs à Bruxelles est soutenu par le département biodiversité de Bruxelles Environnement. Donc c'est vraiment la région de Bruxelles capitale qui soutient ça, mais pas rien que ça. Le marché public comprend aussi d'autres suivis, les espèces exotiques. Nous sommes responsables chez Natagora de ça, le suivi, le monitoring des colonies d'hirondelles, des oiseaux d'eau hivernants. Donc on reprend les résultats des DHOE pour la région bruxelloise. Un suivi aussi tout à fait particulier qui est le suivi printanier des oiseaux d'eau, des oiseaux d'eau communs nicheurs, le DPOE, typique de la région bruxelloise, et alors des suivis particuliers comme le suivi des piscidés en forêt de soigne, des martinets noirs, des laridés nicheurs, tout ça. Donc Socbru n'est qu'un des aspects du monitoring de la vie faune bruxelloise. N'empêche, Socbru, eh ben, c'est 36 volontaires, fantastique. Franchement, félicitations à toutes ces personnes qui se lèvent tôt le matin, qui ont même été faire leur premier point d'écoute pendant le confinement pour premier passage dans la légalité, une légalité limite. Merci à eux d'avoir pris ce risque-là. Euh, et c'est réparti sur 114 points. Donc on n'est pas sur des centaines et des centaines de points comme en région wallonne. Les points malheureusement ne sont pas répartis au hasard, c'est la même chose en Wallonie. Ici, les points sont fixés par le département études, tandis qu'en Wallonie, les points sont choisis par l'ornithologue. On voit que la forêt de soigne et les zones vertes sont assez bien couvertes. La zone du Pentagone, Ixelles et Turbeek aussi. Mais il y a quand même pas mal de zones complètement urbanisées ou fortement urbanisées qui ne sont pas couvertes. Il y a aussi toute la zone ici de Uccle qui est somme toute très verte. C'est d'ailleurs la zone Natura 2000, la zone 2, la ZSC 2 de Bruxelles. Là, on pourrait augmenter les points. Et il y a toute la campagne de Nerped où il n'y a que 3 points, somme toute. C'est vraiment le Pajottenland
la campagne flamande qui pénètre dans Bruxelles. Et là, il y a un enjeu de biodiversité important. Donc, on va peut-être augmenter le nombre de points là aussi. Et l'immense gare de formation Scarbeck, ce sont des endroits extrêmement intéressants, ouverts, chauds, secs, buissonneux. Et ça peut être aussi des enjeux de biodiversité pour le futur et du suivi des oiseaux communs. Alors, si on prend toutes les espèces communes, le logiciel AirTrim Shell en analysant la totalité des données depuis 1992 et sur l'année 2020, 41 espèces ont une tendance significative. Les autres espèces contactées n'ont pas eu un nombre d'observations suffisant pour tirer des tendances significatives. Et donc, je vais commencer par des index multispécifiques, comme Antoine l'a expliqué. L'index global des 41 espèces. En fait, un index global, c'est simplement une moyenne de chacune des espèces, une somme des moyennes de toutes les espèces. Ce n'est pas un pot commun où on met tous les individus de 41 espèces ensemble. Donc, c'est une moyenne de 41 courbes, si vous voulez, et on voit que c'est plus ou moins stable. Il y a une légère baisse globale de la vie-faune bruxelloise, en tout cas pour les 41 espèces les plus communes. L'abondance a tendance à diminuer un peu, mais moins que, bizarrement, qu'en Wallonie, vu que en fait, on a déjà perdu énormément d'espèces à Bruxelles et celles qui restent globalement, si on prend la moyenne des 41 espèces, le tout est moins fluctuant qu'à Bruxelles, qu'en Wallonie. Voici, si on reprend espèce par espèce le taux de croissance annuelle moyen en pourcent, c'est le choucas des Tours qui bat tous les records de croissance depuis 1992. Suivi de l'oued d'Égypte. Sur les 41 espèces, il y en a 10 en croissance, et donc 2 espèces, enfin 3 si on compte le pigeon bisé domestique, 3 espèces sont exotiques sur les 10 espèces en croissance. Donc l'oued d'Égypte, la perruche à collier et le pigeon bisé domestique. Choucas des Tours fait une croissance extrêmement importante. Il y a 15 espèces stables sur les 41 espèces et il y a 16 espèces en déclin. Je ne vois pas le fond de ma... Attendez, je vais voir si je peux bouger là. Enfin bon, bref, les espèces les plus fortement en déclin, évidemment, c'est le moineau domestique et la tourterelle turque, 2 espèces quand même typiquement liées, en tout cas dans notre subconscient, je dirais, aux villes ou aux villages. Le moineau domestique a perdu 95% de sa population en 29 ans. Mais on va y revenir. Il y a des espèces plus étonnantes qui sont en baisse, mais on va y revenir aussi. Alors voilà, ça c'est le groupe des espèces indigènes communes. Grosso modo, c'est un peu la même chose que toutes les espèces de l'avifaune totale, espèces exotiques comprises. On voit quand même que l'avifaune baisse de 1% par an depuis 1992. Et donc, on a une érosion de l'abondance faible, mais régulière. 1% par an, c'est quand même pas négligeable. Voici une espèce très commune qui est assez emblématique et qui montre une double érosion, une érosion régulière et lente depuis 1992, et puis une érosion forte en 2018, c'est une chute en 2019, et une sorte de stabilisation, légère reprise en 2020. Eh bien, cette espèce-là, oui, le graphique qui différencie, si vous voulez, les points urbains
en zone urbanisée, en zone bâtie, et les points d'écoute en forêt de soigne montrent une grosse différence. La population de cette espèce-là a souffert en forêt de soigne les deux, en 18 et en 19, comme en milieu urbain, mais il n'y a pas eu d'érosion régulière comme en milieu urbain. Il s'agit du merle noir. Donc là, on voit une combinaison de deux choses, de plusieurs choses, une érosion probablement de l'habitat, une dégradation régulière, pardon, de l'habitat qui a donné une érosion de son abondance. Ici, on a le fameux épisode de 2017, ça ne se remarque pas, mais surtout 2018 et 2019, donc c'est l'épidémie à virus Usutu, qui s'est déclarée pendant l'été 2017. L'été 2017, en fait, a suivi le printemps 2017 où on a fait les points d'écoute. Et donc, au printemps 2017, on n'a pas vu de baisse de l'abondance du merle en région bruxelloise. Et puis est venue la canicule et l'épidémie combinée en été 2017, puis l'année d'après, en 2018, les résultats ont été de l'été précédent ont été vraiment très marqués. Ça a été resuivi d'une forte canicule et à nouveau d'une épidémie active, et on est tombé à un minimum historique en 2019 et ça s'est stabilisé. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que cette deuxième chute-là n'est probablement pas liée à une dégradation de l'habitat, mais plutôt à une combinaison d'une épidémie et d'un stress, d'un stress caniculaire, je dirais, thermique et hydrique. Le merle a nettement moins souffert en Wallonie et il a souffert particulièrement dans les centres urbanisés. Donc, une canicule où subitement les invertébrés ne sont plus disponibles à la surface de la pelouse, par exemple, pour les vers, les invertébrés terrestres. Les invertébrés rentrent dans le sol avec les canicules, avec la canicule, les îlots de chaleur en ville, c'est terrible. Évidemment, donc, la quantité de nourriture diminue. Les individus les plus faibles qui, en plus, ont le virus Usutu, sont les premiers à partir. C'est une hypothèse à démontrer, évidemment, mais c'est ce qui est le plus souvent avancé. Voilà un groupe qui augmente, un groupe de 5 espèces. 5 espèces à raison de 6% par an, c'est beaucoup, mais il y a une stabilisation sur les dernières années. C'est incertain sur les 10 dernières années. C'est 5 espèces, donc 3 espèces d'anatidés, enfin la bernache, 2 espèces d'anatidés, pardon, la bernache du Canada et l'ouette d'Égypte, et 3 espèces de perruches. La perruche à collier, la perruche Alexandre, qui est la version très grande, presque géante de la perruche à collier, qui est plus récente, mais qui est en pleine progression, et la conure veuve, qui est en progression extrêmement faible. Elle est en limite d'optimum climatique. Ici, c'est fort humide et trop tempéré pour cette perruche, la conure, qui vient de Patagonie, non pas de Patagonie, de la Pampa, du nord de l'Argentine et du sud du Paraguay. Donc, les 10 dernières années, il y a une stabilisation. Quand on voit par exemple la perruche à collier, on a connu une croissance depuis les années 90, même 80, bien avant même euh, la, les points d'écoute. En fait, il y a toujours, quand une espèce exotique s'installe, c'est une courbe en S, en sigmoïde. Pendant des années, quelques dizaines de couples se maintiennent, essayent de s'adapter. C'est une phase de latence adaptative. Puis il y a un démarrage quasi exponentiel, un pic. Et puis, après le pic, il y a une stabilisation à un niveau inférieur. Depuis à peu près 2011, 2010, la population, par les points d'écoute, donc par la méthode des points d'écoute, la population semble se stabiliser à un niveau plus bas que le pic atteint. Ici, la méthode des points d'écoute
ne convient pas tout à fait à cette espèce qui est plutôt agrégative, qui se déplace en petits groupes de 7, 8, 10, de jardin en jardin. C'est difficile. Si on passe 5 minutes avant, on l'a ce groupe-là. Si on passe 5 minutes après, sur ce point-là, on ne l'a plus. Donc le comptage au dortoir est beaucoup plus efficace. Mais on a à peu près le même type de graphique, mais une belle courbe sigmoïde avec un fléchissement depuis quelques années. Un groupe de 11 espèces assez stables, ce sont les espèces cavernicoles indigènes. Et ça, il faut le mettre en relation avec la diapositive précédente. Les perruches à collier pourraient être une menace potentielle de compétition, en tout cas sur les espèces indigènes, pour les cavités de nidification. Qu'est-ce qu'on voit? On suit de près les espèces cavernicoles indigènes, notamment pour Bruxelles Environnement, pour voir si la perruche à collier a un impact. A priori, non. Au contraire, la population est stable. Certaines espèces cavernicoles sont même en croissance. Cytel, pic sont en croissance. Donc, l'explication du non-impact de la perruche à collier qui niche dans les parcs et qui est cavernicole, donc elle niche dans des trous d'arbres. L'explication de cet cet impact faible de la perruche sur les cavernicoles indigènes est qu'il y a un très grand nombre de cavités disponibles dans les parcs bruxellois où les arbres sont très anciens. La moyenne d'âge des arbres à Bruxelles est nettement plus élevée qu'en Wallonie. Il y a beaucoup plus de cavités dans les arbres des parcs bruxellois. Et on peut voir sur un même arbre des colombins nichés, voire même, c'est assez incroyable, dans un parc bien précis, les ouètes d'Égypte cavernicoles qui rentrent dans des grands trous, c'est vous dire la taille des trous, des chouettes hulottes, des cytelles, des pics et deux espèces de perruches qui nichent parfois même dans un même arbre. On a deux espèces cavernicoles qui nichent dans un même arbre, tellement le nombre de cavités est grand. Maintenant, avec le rajeunissement des plantations dans les parcs, le changement des essences aussi d'arbres avec le réchauffement climatique, peut-être qu'il va y avoir un bouleversement, enfin pas un bouleversement, mais un changement progressif et peut-être qu'une compétition va s'installer, mais ça rien n'est écrit d'avance, il va falloir voir. Donc si on veut limiter au maximum l'impact des espèces cavernicoles exotiques, laissons vieillir nos arbres en augmentant l'offre de logement. La compétition disparaît pour le logement. Voilà un groupe qui s'effondre, un groupe de 4 espèces qui s'effondre, et c'est le deuxième groupe le plus en déclin de Bruxelles. C'est incroyable parce que ce sont des espèces typiquement urbaines, justement, ce sont les espèces liées au bâti. Donc c'est le rouge-queue noir, le martinet, le moineau domestique et les tourneaux. Moins 5% par an, tous les ans depuis 29 ans. C'est assez catastrophique. Les tourneaux, par exemple, qui lui peut-être aussi souffre des traitements chimiques peut-être excessifs des pelouses chez les particuliers, mais aussi de la perte de cavité dans les maisons. Les tourneaux sansonnettes, un bel exemple. Le moineau domestique, c'est encore plus catastrophique, c'est moins 95%. Évidemment, les tourneaux sansonnets fort liés aux larves de tipules dans les pelouses. Traiter chimiquement les pelouses, à mon avis, peut avoir un impact aussi. Ça, il y a une question de nourriture, en plus de la réduction des zones de gagnage, je pourrais dire, dans les friches, et aussi la réduction des cavités. Les tourneaux existent encore dans le centre de Bruxelles à certains endroits, mais ça devient une belle observation de pouvoir en voir un chanter sur une maison. Voilà un groupe de 4 espèces qui est en forte augmentation, mais depuis une dizaine d'années, c'est incertain, c'est peut-être stabilisé, ce sont les corvidés. Antoine a montré la carte le graphe de la corneille noire en Wallonie, qui est une espèce en déclin régulier. Ce
qu'on n'a pas du tout le sentiment, en faisant de l'ornithologie dilettante comme ça, quand on se promène dans la nature. C'est d'ailleurs le point faible, le point fort, pardon, de tous ces grands programmes de suivi, c'est d'arriver à découvrir des choses chez les espèces communes qui sont quasi pas détectables comme ça. Ça, c'est l'apport des statistiques qui peut nous montrer que les corneilles baissent. Donc pour les corvidés bruxellois, c'est en contraste. La pie est en baisse. Depuis 92, la moyenne est une baisse légère depuis 92. La corneille est stabilisée, voire en baisse depuis quelques années. Mais le corbeau-freux est en train de s'installer à Bruxelles. Il était absent il y a 7-8 ans. Maintenant, on a 4-5 colonies de corbeaux-freux qui se sont installées dans Bruxelles, qui nichent dans Bruxelles et qui vont se nourrir un peu en dehors de Bruxelles, dans la campagne flamande, le Brabant flamand. Et le jet des chênes. Donc, globalement, si on fait pour le groupe des 4 espèces, on a une tendance dans les dernières années incertaine. Incertaine, ça veut dire on ne sait pas très bien, c'est pas suffisamment significatif, le nombre d'observations n'est pas suffisamment grand, l'écart type en tout cas, l'intervalle de confiance est très grand et on ne parvient pas à avoir une tendance, mais la courbe a l'air de montrer qu'il y a une stabilisation. Voilà la corneille noire à Bruxelles, donc on voit qu'il y a une sorte de déclin après une croissance tout à fait régulière de cette espèce. Ce n'est pas du tout l'impression qu'on a quand on se balade dans Bruxelles. Donc l'apport de ces programmes de suivi des oiseaux communs est vraiment majeur sur ces espèces-là. Un groupe en déclin très fort comme les oiseaux liés aux bâtis, ce sont les espèces migratrices, donc les espèces strictement insectivores. Il n'y a plus que 5 espèces qui rentrent dans ce groupe, vu qu'on en a perdu plusieurs. On a perdu le pouillot siffleur, la fauvette babillarde. Ce sont des espèces qui étaient encore plus ou moins présentes dans les milieux bocagers ou buissonnants autour de Bruxelles. On les a perdus, il en reste 5, et donc on a une sorte de stabilisation sur la fin. Probablement est-ce dû au fait que les insectivores en forêt de soigne, eux, leur milieu est intact, et les insectivores vivant en milieu ouvert, dans les friches, dans les campagnes, ont atteint quasi leur minimum absolu, et donc il y a plus de ce côté-là, de cette petite population d'insectivores vivant en milieu ouvert, plus beaucoup de baisse à attendre. C'est pour ça qu'il y a une certaine stabilisation à un niveau très bas. 14 espèces, ce sont les espèces des quartiers résidentiels dont on a retiré l'effectif de forêt de soigne, par exemple mésanges charbonnières, mésanges bleus, ce sont des espèces que l'on trouve aussi dans les quartiers résidentiels. On a extrait les données de la forêt de soigne pour ne garder que les espèces, que les milieux, les données en milieu urbanisé, et on voit une érosion de à peu près 2% par an depuis 1992 et une accélération de ces espèces. Donc c'est typiquement la ceinture verte de Bruxelles, les espèces des potagers avant, puis maintenant des jardins d'agrément. Il y a un déclin, une érosion forte et qui s'accélère malheureusement. Les espèces typiquement forestières, le graphique est meilleur que celui des espèces forestières en Wallonie. Est-ce dû à la qualité de la forêt de soigne? Probablement. Bruxelles Environnement gère quand même, je trouve, remarquablement bien, en tout cas sur les dernières années, la forêt de soigne. Les îlots de vieillissement marchent à plein.
une étude vient d'être faite sur la quantité de bois mort sur pied et au sol en forêt de soigne, et les résultats sont que c'est au-delà des estimations qui étaient prévues, des prévisions. Il y a 8% de volume de bois mort sur la totalité du volume de bois en forêt de soigne, ce qui est beaucoup. Toutes les espèces de pics ont été présentes il y a 2 ans, 3 ans, parce qu'on avait le pic cendré, mais donc toutes les espèces sont présentes, même dans le parc de Wolu, on a le pic noir qui vient faire des incursions, donc on a le pic épéchette aussi dans les fonds humides, et bon, pour toutes les autres espèces forestières, la tendance est relativement stable. Voilà, je vous remercie.